Ce camion va partir sur le front. Il doit emmener une équipe d'électriciens dirigée par Maxime Yatsenko, 28 ans. Mettez-les dans la caisse. Les gilets pare-balles sont obligatoires pour travailler. Nous allons dans une zone grise qui est souvent bombardée. Notre mission aujourd'hui est de remplacer un transformateur qui a été endommagé par un drone. Ils doivent aller en périphérie de Nikopol, une ville au sud du pays, proche du Donbass. Après ce poste de contrôle, protégé par des filets anti-drones, la route longe désormais la ligne de front. Ici, un camion-citerne détruit par un drone alors qu'il ravitaillait une station-service. Tout ce qui ressemble de près ou de loin à une source d'énergie est visé par les Russes. 210 stations de chauffage en 2025. Des centaines de centrales électriques et de transformateurs. Les techniciens qui y travaillent sont en première ligne. Depuis le début de la guerre, 160 électriciens ont perdu la vie sous les bombes russes. Et qu'est-ce que vous faites si un drone arrive ? On abandonne tout et on se cache sous les arbres. Le transformateur a changé, est en pleine zone de combat. Pour les protéger, 2 soldats ukrainiens sont déployés. On surveille le ciel. Si un drone surgit, ils tenteront de l'abattre avec leur Kalachnikov. La dernière attaque a eu lieu la veille, à 10 h du matin. Une grenade lâchée depuis les airs a explosé sur le pylône. L'explosion a privé d'électricité les maisons tout autour. Ce village, à moins de 5 km des positions russes, est toujours habité. Oh, on a l'habitude. Et ici, les drones font désormais partie du paysage. Faites attention, il y a, vous voyez, les oiseaux qui volent, même si c'est brumeux. Les oiseaux, les oiseaux. Il y a un drone qui est en train d'arriver, faites gaffe. Cela fait 2 heures que les techniciens travaillent à découvert. Et les soldats viennent d'être alertés qu'un drone arrive sur eux, depuis une position ennemie. On espère qu'il ne va pas venir ici, enfin tu vois. Une fois, on vérifiait une installation et un drone a surgi. Là, tu piques un 100 mètres. Il y avait beaucoup d'arbres et on s'est abrité dessous. Oui, mais maintenant il n'y a plus de feuilles aux arbres. L'électricité est rétablie. Maxime et ses collègues repartent chez eux à 10 km de là, à Nikopol. Lorsque la nuit tombe, il faut éteindre les lumières pour ne pas être repéré. Dans le logement que nous avons loué, il faut se contenter de la torche de nos téléphones. Voici ce que vivent les Ukrainiens de Nikopol. Chaque nuit. À 50 km de la ligne de front, un autre bruit accompagne les journées de la population. Tous les commerces fonctionnent avec un générateur qui tourne à l'essence. Avec les bombardements systématiques sur les centrales, l'électricité est rationnée. Le chauffage urbain aussi. Dans une ville où les températures peuvent descendre jusqu'à -15, les brigades de l'énergie jouent un rôle vital.
Petro Kovalchuk est aux commandes des services techniques de Pavlograd. Il est en alerte 24 heures sur 24. Il nous emmène à la station de chauffage. Le lieu doit rester secret. Ne filmez pas ici. Pour fonctionner, cette usine a besoin de beaucoup d'électricité. À cause des coupures, un générateur doit régulièrement prendre le relais. La municipalité vient tout juste de recevoir cet équipement flambant neuf à 400 000 €, payé par les États-Unis. Une solution temporaire tant que l'électricité demeure un enjeu stratégique dans la guerre. 5 jours avant notre arrivée, un drone russe a frappé l'une des installations électriques de la ville. La brigade sur place est menée par Mykola Krupski. Non, non, on va pas rentrer. Ça peut tomber sur nos têtes, là. Il faut avoir des casques. Il est ingénieur électricien. C'est dans ce hangar que ces techniciens étaient formés. Heureusement, lors de la frappe, le bâtiment était vide. Mais la cible de l'armée russe, c'était surtout ce transformateur qui alimentait 12 000 foyers. Sur ce site, à ce moment-là, une équipe était présente. Et il y a eu 5 blessés, dont un très grièvement. Pour rétablir le courant, l'équipe de Mykola doit couper toutes les sources d'électricité en amont de la centrale, malgré les bombardements. Pendant les opérations, Mykola garde ses yeux rivés sur une application de téléphone. On regarde sur Telegram. Et à Pavlograd, il y a une alerte en ce moment. Et on a une application qui montre les distances avec ces cercles. Et là, il y a un drone qui est à 40 km de nous. Ça va. Mais si tous les cercles deviennent rouges, il faut qu'on s'enfuit pour aller s'abriter. Mykola et ses hommes travailleront sans relâche jusqu'à 23 heures. Malgré le passage de plusieurs drones à proximité. Le lendemain, le courant est rétabli dans les maisons tout autour de la centrale. C'est ici, d'ailleurs, que vit Mykola avec sa femme Olana. Ils sont mariés depuis 20 ans. Quand Mykola part travailler, qu'est-ce que vous ressentez ? J'ai peur, c'est dangereux. Ils risquent leur vie pour qu'on puisse avoir de l'électricité. Moi, j'aime l'Ukraine. J'aurais pu partir à l'étranger pour gagner de l'argent. Soit en travaillant dans les champs ou dans les forêts, comme certains le font. Mais je ne peux pas. J'aime l'Ukraine et je resterai ici jusqu'à ce qu'on me force à partir. Le couple a une fille, Anastasia, aujourd'hui âgée de 18 ans. Ils l'ont éloignée de la guerre en Slovaquie, où elle est étudiante. Allô, salut. Comment ça va? C'est dur d'être loin de chez soi? C'est très compliqué d'être seul à l'étranger. Parce qu'il n'y a personne ici à qui je peux me confier. Mes parents me manquent beaucoup. J'espère pouvoir revenir un jour à la maison. C'est un drone. Ou c'est peut-être un missile.
C'est le chien qui vous a prévenu? Le chien s'est mis à aboyer. Il l'a entendu passer. Vous avez peur? Bien sûr que ça fait peur, mais on n'a nulle part où se cacher. Il est à côté. Je dois écouter et essayer de comprendre par où il passe. Si je l'entends et qu'il s'abat sur nous, là je me mets à courir. Écoutez. Il est prêt là. Pendant la nuit, 2 maisons voisines seront détruites par les drones. Regardez les vêtements dans les arbres. La famille qui habitait ici s'était réfugiée dans le village de Mykola. Ils avaient fui l'armée russe. Ils sont aujourd'hui tous grièvement blessés. Les gens ont été brûlés gravement, car le drone est entré directement dans la maison. Il y avait des enfants, un âgé de 1 an et demi et une fille de 13 ans. Un jeune couple marié aussi, et un autre couple plus âgé. J'ai réussi à sortir les enfants pour les mettre à l'abri. Et quand les secours sont arrivés, on a pu sortir les adultes du feu. Aujourd'hui, c'est ici. Mais peut-être que demain, ce sera chez nous. On ne sait pas. Reconstruire au plus vite avant le prochain bombardement. La Banque mondiale estime aujourd'hui qu'il faudrait au moins 500 milliards d'euros pour remettre en état l'Ukraine, ravagée par la guerre. Ukraine, la bataille du courant, voilà donc pour ce large extrait de reportage d'Envoyé spécial. Avec nous au plateau, Julien Fouché, journaliste à France Télévisions. C'est vous qui avez tourné, réalisé ce reportage avec Christophe Quinck. Merci d'être avec nous. Merci. Avec nous également Hasni Abedi, politologue à l'UNIGE, l'Université de Genève. Vous êtes également directeur du CERMAB, le Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen, ici bien sûr à Genève. Première question à vous, Julien Fouché. Vous êtes rendu sur place en décembre. Est-ce que vous avez senti que cette population, notamment du Donbass, qui est proche des zones des combats, est fatiguée par toutes ces années de guerre ? Oui, elle est fatiguée parce que cette population est sous menace constante des drones qui peuvent frapper n'importe où, à n'importe quelle heure. La population est à l'abri nulle part. Et on peut voir dans le reportage qu'ils font même partie du paysage aujourd'hui, puisqu'on voit cet homme qui, à l'image de toute la population, appelle ces drones les oiseaux. Donc aujourd'hui, les drones font partie du paysage. Mais surtout, ce que j'ai vu, ce qui affecte beaucoup les populations aujourd'hui en Ukraine, c'est l'éloignement, c'est le déracinement. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, en Ukraine, 1/4 de la population, 10 millions de personnes, sont parties de chez eux. Il y en a 4 millions qui ont fui leur maison pour aller se réfugier à l'intérieur du territoire, comme on le voit dans le reportage avec cette famille qui est partie du Donbass pour aller dans cette maison qui malheureusement a été bombardée. Et il y en a 6 millions qui sont partis à l'étranger. Et donc on voit dans le reportage Mykola, cet électricien, et leur femme Olana qui ont envoyé leur fille Anastasia en Slovaquie étudier dès le début de la guerre. Elle vient tout juste d'avoir 18 ans, elle était mineure à l'époque, et du coup depuis 4 ans, ils ne l'ont vue que très très rarement, et c'est aussi cela qui fatigue les Ukrainiens. Ouais. Ce reportage, Hasni Abedi, il illustre aussi le fait que la guerre passe finalement par la volonté de démoraliser les Ukrainiens, de toucher des civils, et ça ne concerne pas seulement l'électricité.
Oui, ça s'appelle moral, ça fait partie des objectifs de la guerre en Ukraine. D'abord, les soldats ont besoin des bases de repli, ont besoin des villages. Et avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est vrai que le nombre de déplacés augmente. C'est une charge supplémentaire pour le gouvernement ukrainien. C'est aussi épuiser moralement et aussi socialement la population en Ukraine. Et ce découragement, il a des résultats, c'est-à-dire finalement libérer certains espaces, mais surtout, encore une fois, cette pression sur... Et peut-être faire pression pour qu'un jour, on arrive à des élections et en vue peut-être d'un éventuel départ du président actuel. C'est peut-être ça aussi l'idée en toile de fond des Russes. Oui, un objectif politique. La pression, elle est énorme sur Zelensky parce qu'il doit gérer le front militaire, mais il doit aussi gérer les conséquences sociales et humaines de cette guerre. Julien Fouché, pourquoi les habitants ne quittent pas ces villages? C'est par choix ou par manque d'argent, tout simplement? On va dire un peu des deux. Alors, parce que quand on s'est rendu justement là au début du comme on voit au début du reportage, dans cette zone de combat à 5 km des positions russes, on arrive dans ce village, on voit que des maisons, on voit des maisons dans ce petit village et on imagine que c'est complètement désert, que personne n'y habite et petit à petit on voit des gens sortir de ces maisons. La plupart sont des personnes âgées. Donc ces personnes, on leur demande ce qu'elles font là. Donc elles, c'est par, on va dire, par choix, enfin par nécessité aussi, mais par choix parce qu'elles sont âgées, elles ont leur vie dans leur maison, elles ont leur histoire dans cette maison, leurs souvenirs et elles veulent pas déménager, elles veulent rester quoi qu'il en coûte. Après, on a aussi rencontré des gens un peu plus jeunes, des parents, qui sont restés là, qui eux peuvent se déplacer, qui ont une voiture par exemple. Et j'avais rencontré, je me souviens, cette mère de famille, Victoria, et je lui demande mais pourquoi vous restez là? Et là, elle a pas du tout aimé ma question. Elle me répond bah écoutez, si je reste là, à votre avis, c'est pas par choix, c'est par nécessité, c'est par manque d'argent, parce que il faut savoir que les loyers dans les zones qui sont relativement épargnées par les bombardements russes, les loyers dans ces villes et dans ces villages-là, ont flambé. Donc cette femme me dit qu'ils ont été multipliés par 5 et donc pour elle, c'est impossible de bouger chez elle et d'aller dans une autre maison. Hasni Ebedi, le ciblage de ces infrastructures, il est quotidien. Quand on préparait cette émission, vous m'avez dit finalement que c'était peut-être un aveu de faiblesse de la part de la Russie. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, parce qu'on finalement, après 4 années d'occupation, de guerre, sans merci, le recours finalement à la guerre psychologique, ça montre finalement les limites des outils militaires, les limites de la guerre pour reconquérir et occuper de nouveaux espaces en Ukraine. Et donc c'est pour ça que la Russie, qui a un niveau économique qui n'est pas plus élevé qu'un pays moyen de l'Europe, montre des signes d'essoufflement de son économie et une incapacité justement à réarmer à la fois en Ukraine, mais aussi tout autour. Mais il ne faut pas oublier qu'au départ, c'était une guerre qui était prévue comme éclair. Une guerre de 24 heures ou 48 heures, disait Poutine. Et aujourd'hui, on est loin du compte. Julien Fouché, l'objectif russe, il est bien sûr de fatiguer clairement la population ukrainienne, mais aussi peut-être de pousser l'économie ukrainienne vers l'effondrement. Est-ce que les Russes y parviennent ou est-ce qu'au contraire, ça finalement provoque pas une union, une sorte une union sacrée des Ukrainiens? C'est difficile à dire, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces brigades de l'énergie, ces brigades d'électriciens, ils réparent extrêmement vite les centrales. Après, quand ils les réparent, il s'agit souvent en fait de détourner des lignes d'une centrale endommagée à une centrale épargnée. Ce qui fait que les risques dans ces cas-là, ce sont les surcharges électriques. Donc c'est pour ça que les autorités décident de couper le courant dans certaines zones et notamment à Pavlograd où je me trouvais là-bas, il y avait que juste quelques heures d'électricité chaque jour. Donc c'est ça qui ruine un peu le moral des Ukrainiens. Mais ceci dit, ils s'organisent. Par exemple, pendant ces quelques heures, tout le monde va faire tout ce qu'il peut faire avec de l'électricité, c'est-à-dire notamment les tâches ménagères, lancer une machine à laver le linge, faire de la cuisine et surtout recharger ses batteries. Dans les restaurants, il y a même des cartes coupure d'électricité. Il y a des plats blackout. Donc en fait, quand il n'y a plus d'électricité, il y a des plats qui sont prévus. Oui, qui
ne peuvent pas être servis parce qu'il y a des coupures d'électricité. Comme on voit dans le reportage, à l'entrée de chaque commerce à Pavlograd, il y a un générateur. Il y a ce bruit de générateur qui est constant et mon fixeur, Dima, d'ailleurs, me disait ces générateurs dans les rues, aujourd'hui, c'est le bruit de la guerre. Juste la reconstruction, là, quand on voit tous les dégâts, elle va avoir un coût énorme. C'est peut-être un peu tôt pour parler de reconstruction en Ukraine. Non, il n'est pas tôt. Vous avez raison de poser cette question de la reconstruction parce qu'il faut se projeter dans l'avenir. Officiellement, nous avons des fonds russes qui sont bloqués. La Russie elle ne peut pas les reprendre. Il y a toujours un débat justement sur ceux qui sont en Belgique, mais aussi il y a un projet d'une conférence internationale sous l'égide de la Banque mondiale, mais aussi avec l'Union européenne pour la reconstruction. L'Europe, elle a les moyens, elle peut finalement se mobiliser pour reconstruire. Mais il y a une responsabilité aussi qui incombe à la Russie, puisque c'est le pays agresseur, et ça c'est aussi un élément central. Est-ce qu'on a un bilan avec le nombre de morts à Asni Abidi ? Vous savez, le nombre de morts est une affaire politique, c'est presque un tabou. On a finalement un bilan qui est très intéressant donné par l'Institut des études stratégiques à Londres et à Washington, qui dit, ce qui est très important, 1 million entre morts, blessés et disparus. Côté Du côté ukrainien, le président Zelensky, lors de dernier passage à la télévision française, avait parlé de 55 000. D'autres associations ukrainiennes parlent de plus de 90 000. Ça, c'est important. Le nombre de civils aussi, il ne faut pas oublier, il y a 15 000 civils. Donc on parle à peu près, on est de 465 000 morts du deux côtés. Bien sûr, du côté russe, beaucoup plus important que du côté ukrainien. Évidemment, les Russes ne donnent pas ou ne sont pas transparents en matière donc de morts. On sait aujourd'hui que la guerre en Ukraine, c'est une des guerres les plus importantes en termes de pertes humaines. Julien Fouché, dans votre reportage, on voit que des drones s'abattent non loin de vous. Moi, je voulais savoir comment, quand on est sur le terrain, comment on gère le risque quand on doit tourner des images dans des zones de combat. Comment on se prépare aussi à aller sur des terrains de guerre ? On prend l'équipement déjà nécessaire avant de partir, gilet pare-balles, casque, on suit la formation. On suit la formation. Une formation qui est dispensée. Voilà, par France Télévisions, une formation surtout au premier soin, au premier secours, en cas de si on est touché. Et après, quand ça arrive, déjà là, quand je suis dans la maison de Nicolas et Olana, quand il y a ce drone Shahed qui nous survole, il n'y a pas grand-chose à faire en fait, parce qu'on va pas sortir, on va pas aller dehors, parce que là on s'expose directement au drone. À l'intérieur, Nicolas et Olana, ils n'ont pas de cave où on peut s'abriter, donc on fait comme Olana, c'est-à-dire que on écoute, on essaie de comprendre d'où il vient, est-ce qu'il est en train de s'abattre, est-ce qu'il passe son chemin, et puis. Et là, c'est la décision du GIRI qui continue à tourner. C'est ça, c'est la décision du GIRI qui lui va se dire tiens, je continue. Le risque, le rapport coût-bénéfice, le risque est moins grand et je peux continuer à tourner. Ça, c'est vraiment le GIRI, le journaliste reporter d'image, qui prend cette décision. Oui, on prend cette décision collectivement, mais là, chez Olana, on décide de continuer à tourner. De toute façon, on est avec eux, puis au pire, on se jette à terre si ça s'abat. Mais après, sur des zones comme on est dans cette zone de combat avec le premier électricien, Maxime, là, il faut observer autour de soi. Là, on est à 5 km des positions russes, donc les drones peuvent très très vite arriver sur nous. Donc là, on regarde autour de nous, on repère une maison abandonnée pas loin, où on peut s'abriter si on entend du bruit. Et au pire, on repère un arbre où il y a pas mal de branches, on se met en dessous pour éviter que le drone s'abatte directement sur nous. Est-ce que vous avez ressenti de la peur ? Est-ce que quand on est sur le terrain, on ressent la peur ? Oui, on ressent. Parce qu'on dort sur ses deux oreilles, notamment quand il y a des explosions constantes. On dort, on ressent de la peur parce que c'est ce qui nous permet de survivre, mais on fait attention à ne pas avoir trop peur parce que c'est ce qui peut nous paralyser aussi. Ouais. J'avais une question. Il y a eu plusieurs rounds de négociations à Asni Abidi, notamment ici à Genève. La paix, elle aura lieu en 2026 ? C'est ce que dit le président ukrainien. Il pense vraiment que nous assistons à un début de résolution de ce conflit. Hélas, l'administration américaine et Donald Trump aujourd'hui est devenue une pièce maîtresse dans la recherche de cette solution, d'où un petit peu cette proximité et aussi cette attente de l'Union européenne de voir l'administration américaine s'investir davantage pour une solution juste.
Julien Fouché, les Ukrainiens, ils croient, eux, en la paix en 2026 ou pas? Moi, pendant mon tournage, le mot paix, je l'ai pas entendu. Hein. On parle absolument pas de paix là-bas, en tout cas près des lignes de front. Pas question pour eux de laisser le Donbass occupé par les Russes à la Russie. Ça c'est assez clair, en tout cas pour la population civile. Après, ce qui revient souvent, c'est une mise en garde des Européens. Ouais. C'est-à-dire que voilà, ce qu'ils nous disent, ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, eh bien, ça peut arriver dans les pays baltes, ça peut arriver en Pologne ou peut-être même en Allemagne, même en France. Donc aujourd'hui, le message des Ukrainiens, c'est dire nous, on est un rempart de l'Europe contre la Russie. Julien Fouché, Hasni Abidi, merci d'être venu sur le plateau d'Objectif Monde l'Hebdo. Merci à vous.